BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière. C'est le vendredi des pros des cryptos. Bienvenue à tous, 15h, 15h30 et tout le week-end sur nos podcasts et replays, l'application BFM Business, notre chaîne YouTube BFM Crypto. Notre NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles répondent à notre appel. Elle est là, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Directrice générale de l'ADAN. Thibaut Boutroux nous accompagne aussi, directeur général de Meria. Bonjour Thibaut. Et il nous accompagne à distance depuis les bureaux de boursicoté.com, Gilles Santacreux. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver également. On va mesurer ce que les cryptos, le Bitcoin, l'Ether ont dans le ventre d'un point de vue graphique avec vous. On est en ce moment sur Bitcoin à un peu plus de 111 000 $ en l'occurrence. Alors on approche de la fin de l'année. Certains disent peut-être même de la fin du cycle haussier. Comment est-ce que vous voyez, vous, le potentiel, Gilles ? J'irais peut-être un peu plus loin que ça. Ce que l'on observe actuellement sur les crypto-monnaies, c'est ce que l'on appelle sur certains actifs une corrélation de crise. Je m'explique. Dans un fonctionnement, je dirais, classique, on a des cryptos qui sont plus dynamiques que d'autres. Il y en a qui sont plus positifs, plus négatifs, etc. Et là, en fait, on a eu, depuis donc le début des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, on a toutes les crypto-monnaies, en tout cas les majeures, qui se sont corrélées pour avoir un mouvement assez proche. Et ce mouvement, malheureusement, il est pour l'instant assez baissier. Alors sur certaines cryptos, comme le Bitcoin ou l'Ethereum par exemple, on est en train de tester des zones de retournement, des zones qui pourraient nous faire basculer dans une dynamique baissière. Donc je vais plus loin que ce que vous me suggérez, à savoir la fin du cycle haussier. Mais sur d'autres cryptos qui étaient bien en vue, comme par exemple le Ripple, on a des signaux qui sont baissiers confirmés. C'est-à-dire qu'on a eu des fortes baisses et dont les rebonds qui ont suivi n'ont pas permis d'invalider cette nouvelle dynamique. Donc clairement, si on s'en tient au Bitcoin, la zone à surveiller qui pourrait déclencher justement un tel signal, c'est la zone que l'on a testée vendredi dernier, celle des 107 000. On l'a testée, ensuite dans le week-end, on s'est maintenu sur cette zone et puis on rebondit, on se rapproche d'une zone intermédiaire à 111 800. Mais globalement, ce rebond pour l'instant n'est que technique, c'est-à-dire qu'on est d'un point de vue court terme dans une dynamique plutôt baissière, même si elle n'est pas encore totalement confirmée, c'est plutôt baissier. Sur l'Ethereum, ce que l'on surveillera, c'est un franchissement de la zone des 3 900 $. Ensuite, on a d'autres, comme je vous l'ai dit, le Ripple qui est baissier, mais globalement, on est plus sur des zones d'alerte que sur des continuités de mouvement haussier. Merci beaucoup. Gilles Santacreux avec nous, boursicoté.com. Intéressant, votre point de vue. Et c'est vrai que chaque semaine, on fait intervenir les meilleurs analystes techniques, graphiques, qui ont parfois des points de vue un peu divergents. Mais c'est ça qui fera aussi, si vous nous suivez régulièrement, un avis complet, total, en diversifiant vos sources. Et on essaie de vous y aider. C'est les pros des cryptos. Donc jusqu'à quasiment 15h30, on parlera de ce nouveau hub entre le Bitcoin et l'intelligence artificielle. Coinbase vient d'annoncer le lancement d'un protocole qui permet aux agents IA d'accéder à des portefeuilles crypto directement. Mais du coup, les cryptos vont-elles finir esclaves de l'intelligence artificielle? On posera cette question à nos pros des cryptos. On parlera aussi des stablecoins, toujours et encore. Et le roi USDT est-il indétrônable? USDT vient de franchir le cap des 500 millions d'utilisateurs. Et puis on parlera aussi de ce retour en grâce, vraiment c'est le cas de le dire, retour en grâce de CZ Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui avait écopé de la prison, qui avait fait 4 mois de prison d'ailleurs, depuis 2023. Et bien finalement, il est gracié. Donald Trump gracie CZ, le fondateur de Binance. On essaiera de comprendre pourquoi. Et s'il pourrait reprendre la tête de Binance? Tiens, autre question qu'on posera à nos pros des cryptos. C'est votre machine à condenser l'essentiel chaque vendredi. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Directrice générale de l'ADAN. Et il vient de nous rejoindre lui aussi Thibaut Boutroux pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Tiens, rien de tel que commencer sa journée en regardant le paysage là par la fenêtre. Et ben on va le faire aussi pour entamer les pros des cryptos. On va regarder le paysage crypto dans son ensemble. L'un des plus gros rapports de l'année, l'un des plus complets, vient d'être publié. Il dresse un tableau 360 de l'état de l'industrie crypto. Qu'apprend-on dans ce rapport, Thibaut ? En fait, on n'apprend pas beaucoup de surprises, mais c'est vrai que la manière dont c'est articulé, ça permet d'avoir une vue d'ensemble qui est hyper intéressante. Donc, sans surprise, on a beaucoup d'informations sur cette institutionnalisation et comment elle se matérialise, notamment à travers, par exemple, les crypto-compagnies trésorerie qui prennent de plus en plus de place, l'essor aussi des stablecoins. Et il y a quand même des choses aussi intéressantes qu'on ne voit pas forcément dans beaucoup de rapports, notamment, par exemple, la part de wallets actifs et de wallets passifs. Et là, on voit qu'il y a un gros potentiel à aller chercher sur les applications décentralisées qui progressent beaucoup
beaucoup, mais où il y a encore un potentiel utilisateur hyper important. On voit aussi un changement de comportement intéressant côté mobile, avec l'arrivée des Revolut, Trade Republic, etc., qui démocratisent un peu la crypto aussi auprès de leurs utilisateurs, beaucoup plus de détenteurs mobiles. Donc voilà, ça donne pas mal d'informations sur l'état du marché, les comportements des utilisateurs, et ça permet de se situer aussi sur où est-ce qu'on en est à peu près en termes d'adoption. Effectivement, ce rapport que vous avez détecté, déniché, Claire? Oui, alors j'ai aussi été voir le rapport de l'année dernière, puisque ce qui est intéressant avec A16Z, c'est qu'ils sortent un rapport tous les ans. Et donc, on voit quand même qu'en 2025, on a à peu près les mêmes thèmes que ce qu'on avait en 2024, c'est-à-dire toujours cette hausse du marché des stablecoins, les intersections entre intelligence artificielle et crypto qui se confirment, l'adoption qui continue de monter, l'intersection aussi entre finances traditionnelles et crypto. Donc, toutes ces tendances-là qu'on commençait à voir arriver l'année dernière et qui étaient relativement nouvelles, je dirais, ces 2-3 dernières années, elles se retrouvent de nouveau en 2025. Donc, il n'y a pas non plus une grande révolution dans les thématiques qu'on voit dans ce rapport. Simplement des tendances qui se confirment. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, et Thibault l'a dit aussi, c'est qu'on a cette fois une sorte d'estimation de la part du fonds sur la différence entre le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui ont simplement acheté de la crypto mais qui n'en font pas grand-chose, et le nombre d'utilisateurs dits actifs. Donc là, les ordres de grandeur, ça va plutôt de 1 à 10, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a 700 millions d'utilisateurs crypto dans le monde, mais finalement d'utilisateurs pas très actifs, qui ont peut-être simplement du Bitcoin sur une plateforme, et plutôt entre 40 et 70 millions d'utilisateurs véritablement actifs, c'est-à-dire qui font des choses avec leur crypto, qui font des transferts régulièrement, au moins une fois par mois. Et donc cette estimation-là, pour le coup, c'est la première fois qu'on commence à la voir apparaître de telle manière. Alors évidemment, c'est une fourchette large, entre 40 et 70 millions, mais ça serait intéressant de regarder dans le détail comment ils ont fait leur calcul. Alors on cherche les moteurs à la hausse à long terme sur les cryptos. Effectivement, vous parliez de cette intersection entre crypto et intelligence artificielle. Les cryptos finiront-elles esclaves de l'IA? Non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on voit effectivement de plus en plus de liens. Coinbase vient d'annoncer par exemple le lancement d'un protocole qui permet aux agents IA comme Claude ou Gemini d'accéder à des portefeuilles crypto. Les cryptos seront-elles le porte-monnaie de l'intelligence artificielle à terme, d'après vous, Thibault? Ouais, alors l'annonce, effectivement, elle a été très belle, elle a été très bien amenée. Elle combine tout ce qu'il faut pour que ça fasse les gros titres. La réalité, elle est quand même un petit peu plus modérée. Donc Coinbase vient d'annoncer le lancement de Payment MCP, qui est du coup effectivement un protocole qui ambitionne de permettre aux agents IA d'être directement connectés à des portefeuilles crypto et du coup d'initier directement des transactions après une requête, après juste un prompt. Donc c'est une avancée majeure, c'est pas les seuls à avancer sur ce sujet. J'ai dit ambitionne parce qu'on est encore au stade d'expérimentation, c'est-à-dire que c'est pas demain que ce sera dans la main de tous les utilisateurs, même si en réalité on sait que ça va très vite et que l'horizon de temps finalement il est pas si lointain, donc ça vaut le coup de regarder et c'est intéressant de le souligner. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que à travers ça, il y a un chantier effectivement technique qui est absolument énorme, avec des enjeux notamment en termes de sécurité sur comment sont donnés les accès, etc. Mais il y a aussi toute la partie dont on parle moins, qui est toute la partie juridique réglementaire derrière ce que ça implique. Parce que si l'expérience de l'utilisateur, elle va être extrêmement fluide, c'est-à-dire juste un prompt qui va déclencher un certain nombre d'actions, dont le paiement, ça pose pas mal de sujets derrière juridiquement. Qui est responsable du paiement? Un paiement, ce qu'on appelle machine to machine, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, juridique, c'est pas encadré. Donc on part d'une feuille blanche et il y a tout aussi ce chantier-là qui est un petit peu plus visible, qui est la face en cachet de l'iceberg, qui reste à déterminer. Donc c'est hyper intéressant. Ça nous amène encore une fois dans une brique supplémentaire de ce à quoi pourrait ressembler le monde de demain, et on se rend compte que finalement les enjeux ils vont au-delà des simples enjeux techniques et il y a encore beaucoup de choses à penser. Oui, beaucoup d'humains à ce stade choisissent encore de ne pas complètement investir en crypto parce qu'il y a des doutes, tout simplement c'est plus simple d'avoir des billets de banque dans son portefeuille, quoi. On y est habitué depuis la tendre enfance. Sur les cryptos, un certain nombre d'humains, d'hommes et de femmes s'y mettent, mais pas encore la majorité de l'humanité. Ça viendra peut-être. L'IA, elle n'aura pas ces difficultés-là. L'adoption des cryptos par les IA, elle sera immédiate, Claire, et les liens, les connexions, les intersections crypto-IA pourraient aller loin? Oui, elle pourrait aller loin, mais je ne suis pas sûre que l'utilisateur final le voit dans son quotidien. Là, on parle vraiment de choses qui pourraient avoir lieu presque en back-office, de manière cachée pour les utilisateurs, et donc de
de systèmes du paiement invisibles pour vous et moi. On cherche chaque semaine, donc c'est signe de la pénétration croissante des cryptos. On verra si les IA sont un facteur de plus de pénétration des cryptos. Et puis à la Fed, tiens, l'un des favoris pour la présidence de la Fed, Christopher Waller, tient un discours sacrément ouvert vis-à-vis des entreprises crypto. Il propose que les entreprises crypto puissent ouvrir un compte bancaire directement à la Fed. Alors pourquoi faire et en quoi ce serait, on parle encore au conditionnel, en quoi ce serait majeur? Les entreprises crypto, si elles veulent pouvoir commercialiser leurs services, même simplement de la crypto, mais aussi pourquoi pas des services de paiement en lien avec les infrastructures traditionnelles, elles doivent obligatoirement se connecter au système bancaire. Donc pour ça, elles peuvent naturellement travailler avec des banques, mais le fait de pouvoir travailler directement à la banque centrale, ça leur permet de ne pas dépendre d'intermédiaires privés et donc d'avoir accès directement à des services de paiement. Alors là, ce dont on parle, c'est pas vraiment des comptes principaux complets à la banque centrale qui leur permettraient par exemple de toucher des intérêts de la banque centrale, mais on parle de comptes principaux allégés, donc qui permettraient d'accéder au système de paiement. Ça, c'est quand même très intéressant pour les entreprises crypto parce que ça va leur permettre d'interagir directement avec ces systèmes, de payer sans doute moins de frais qu'elles le font pour vis-à-vis des banques traditionnelles. Et on l'a vu, en tout cas en Europe, on l'a beaucoup vu, c'est très difficile pour les entreprises du secteur crypto de travailler avec des banques traditionnelles qui elles-mêmes sont parfois frileuses d'interagir avec ce secteur-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a quand même déjà certaines entreprises qui peuvent avoir des sortes de comptes allégés à la Banque centrale. C'est le cas des émetteurs de stablecoins et de certaines fintech régulées qui ne sont pas du secteur bancaire, mais ce sont des comptes très limités. Ça leur permet par exemple d'avoir accès au réseau SEPA directement, mais ça ne leur permet pas de toucher des intérêts de la Banque centrale non plus. La différence ici dans ce qui est proposé aux États-Unis, c'est que ça ne concernerait pas juste les émetteurs de stablecoins et certaines fintech avec des agréments, mais plus largement l'ensemble du secteur crypto. Et ça, c'est un peu plus ambitieux, je dirais, qu'en Europe. C'est vraiment un changement philosophique. Et c'est une proposition de Christopher Waller, l'un des favoris pour succéder à Jérôme Powell, quand même, au mois de mai, à la tête de la Réserve fédérale américaine. Les États-Unis, où on est déjà au 24e jour de shutdown, les administrations sont fermées depuis 24 jours. C'est le deuxième plus long shutdown de l'histoire américaine. Et ce shutdown, Thibault, continue de bloquer la SEC, le gendarme des marchés américains, sur un certain nombre de décisions importantes attendues par l'écosystème crypto en l'occurrence. Oui, c'est vrai qu'un shutdown arrive rarement au bon moment. Je ne sais même pas s'il y a un bon moment pour avoir un shutdown, mais pour l'écosystème crypto et notamment pour le sujet des ETF, ça arrive presque au plus mauvais moment. On en parlait il y a quelques semaines sur le plateau où octobre devait être un mois qui fera date pour les ETF, parce qu'en septembre dernier, il y avait eu déjà un nouveau process qui avait été mis en place par la SEC pour fluidifier les dépôts pour les nouveaux ETF et le processus jusqu'à l'approbation. Donc on s'attendait à avoir maintenant des processus accélérés. Donc actuellement, on a à peu près 155 demandes d'ETF qui sont en cours d'approbation sur 35 actifs différents. Et on s'attendait à ce que octobre ce soit un petit peu le coup d'envoi avec des nouveaux ETF sur de nouveaux actifs. Et force est de constater qu'on va devoir patienter encore un petit peu. Et donc là, effectivement, il y en a certains qui disent que ça devrait se débloquer assez rapidement. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins optimistes. On parlait de Polymarket la semaine dernière. Sur Polymarket, il y a encore 70% de gens qui pensent qu'il y aura encore au moins un mois de shutdown. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Quoi qu'il arrive, même si ça s'arrête demain, il y aura le temps de rattraper les dossiers, il y aura un petit temps. Donc on ne s'attend pas à avoir de nouvelles approbations avant au mieux fin novembre, et ce sera plutôt finalement courant décembre. Donc il faut patienter, mais c'est juste un calendrier qui est décalé. Oui, et c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas d'issue encore à venir de compromis entre républicains et démocrates. On est au 24e jour de shutdown et on ouvrira sans doute une nouvelle semaine dans quelques jours. Les effets du shutdown, ils commencent à se voir même ici en Europe, figurez-vous. L'Allemagne abrite la plus importante base, la plus importante présence militaire américaine même en Europe, dans le cadre de l'OTAN. Eh bien, l'Allemagne va devoir régler elle-même les salaires d'octobre de 11 000 employés des bases américaines présentes sur son territoire, en espérant ensuite se faire rembourser quand même par l'État fédéral américain. Voilà, ce shutdown qui éclabousse jusqu'à l'Europe et l'Allemagne qui paiera elle-même donc les salaires des employés des bases américaines. On traque les pays qui s'ouvrent de plus en plus aux cryptos. On le fait chaque semaine dans les pros des cryptos ici. Eh bien, la France peut-être est en train de s'ouvrir encore davantage. C'est plutôt un pays ouvert aux cryptos, la France, mais alors peut-être encore plus. On a ce pas important, cette déclaration qui nous a surpris à la rédaction de BFM Business, peut-être pas vous, Claire, Thibault, le ministre délégué de l'Industrie. Il s'appelle Sébastien Martin. Alors on les connaît plus, les ministres, parce que les gouvernements tiennent pas très longtemps. Mais enfin, Sébastien Martin s'est exprimé à l'Assemblée cette semaine et il a acté en séance que, je le cite, le minage de Bitcoin est une activité
extrêmement stratégique. Propos d'un membre du gouvernement. Que s'est-il passé pour qu'un membre du gouvernement qualifie le minage de stratégique en France ? Claire. En fait, ces propos sont quand même glissés dans une phrase un peu plus générale. Donc, je ne pense pas qu'il ait voulu faire une annonce en disant que le minage était une activité extrêmement stratégique. En réalité, il répondait à une question du député MoDem Philippe Latombe qui l'interrogeait sur le deal entre Mara et Exaïon, la filiale d'EDF. Et donc, ce député interrogeait le gouvernement pour savoir si ce potentiel rachat ne posait pas un problème de souveraineté, qui est d'ailleurs un sujet sur lequel on avait pas mal alerté à la DAN dans les dernières semaines. Et la réponse de Sébastien Martin, qui est donc le ministre délégué à l'industrie, commence par vous savez, cette filiale, donc Exaïon, ne fait pas du minage de Bitcoin, qui est l'activité extrêmement stratégique dont vous parlez. Et donc, je pense que l'objectif du ministre délégué à l'industrie n'était pas d'annoncer au monde entier et à la France que le minage de Bitcoin était une activité stratégique, mais tout de même, par cette phrase, quelque part, il reconnaît que le minage de Bitcoin est une activité stratégique, potentiellement pour Exaïon et pour EDF. Alors maintenant, si on regarde un peu le deal dans son ensemble, toute la question, bien sûr, c'est, une fois qu'on a dit que le minage de Bitcoin était une activité stratégique, certes, Exaïon ne faisait pas de minage de Bitcoin jusqu'à présent. Néanmoins, que va faire Mara en rachetant potentiellement Exaïon ? On peut imaginer que ce soit là du minage de Bitcoin, puisque Mara est l'un des plus gros mineurs américains. Et donc, la question lors de l'examen des investissements étrangers en France, c'est est-ce qu'on regarde les activités passées ou les activités futures ? Et donc, c'est ça qu'il va falloir étudier aujourd'hui. Oui, les pros des cryptos, c'est le vendredi. Votre machine a condensé une semaine d'actu en 20 grosses minutes. On va parler maintenant d'un autre pays. Si je vous dis Sanae Takaichi, vous voyez à peu près dans quel pays on va partir là ou pas ? Sanae Takaichi. Ah non, il y a un grand blanc. On va partir au Japon. C'est la nouvelle première ministre japonaise. C'est la première fois d'ailleurs que le Japon se dote d'une femme première ministre. Elle est fan de heavy metal au passage. Ouais. Du coup, certains l'appellent la dame de fer. Heavy metal, bon, bref. Pour ce qui concerne les cryptos, est-ce qu'on peut, avec l'arrivée de cette première ministre, Thibaut, attendre une ouverture accrue du Japon, qui quand même est un marché gigantesque également ? Est-ce que vous voyez des signaux favorables au marché crypto pour la suite là-bas ? Alors, Sanae Takaichi en tant que telle, elle n'est pas forcément étiquetée pro-Bitcoin ou opposante au Bitcoin. Par contre, elle a quand même une étiquette pro-technologie et surtout adepte des sujets autour de la souveraineté technologique et économique, notamment vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Donc naturellement, ça pose à un moment donné le sujet crypto sur la table. Donc, même si elle ne s'est pas exprimée dessus, on peut imaginer qu'elle va être amenée à le faire ou en tout cas qu'elle ne s'opposera pas à une ouverture sur le sujet. Et ça a fait le lien finalement avec l'annonce qui a été faite cette semaine côté Japon, qui est la FSA qui a fait cette annonce, qui est l'équivalent de l'AMF en France, mais avec encore un pouvoir un petit peu plus large, qui a fait une annonce dans le sens de dire qu'ils allaient revoir un petit peu les règles sur les cryptos, notamment vis-à-vis des banques qui sont aujourd'hui assez limitées. Tout ce qui est banques et établissements traditionnels au Japon sont assez limités sur l'usage qu'ils peuvent faire des cryptos et les services qu'ils peuvent disposer à leurs utilisateurs. Et donc, il devrait y avoir, dans un horizon de temps proche, une ouverture, ce qui devrait permettre d'ouvrir encore un peu plus les cryptos sur le territoire japonais, même si le Japon n'est pas spécialement en retard. Donc, sa nomination, en tout cas, même si ce n'est pas une ouverture directe, elle n'aura pas d'opposition finalement au développement du secteur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça va dans le sens de beaucoup d'autres pays finalement. Effectivement, parce que les cryptos pendant des années ont été vus comme un instrument du blanchiment et puis finalement maintenant leur réputation dépasse largement cette idée-là. Au point d'ailleurs que de plus en plus de pays se rendent compte que les blockchains peuvent même être un instrument anti-corruption, anti-blanchiment peut-être aussi. Là, la Bolivie fait un pas, en l'occurrence Claire, le nouveau président, il y en a beaucoup des nouveaux présidents en ce moment dans le monde, ou Premier ministre, ici aussi. Le nouveau président, il s'appelle Rodrigo Paz et il veut utiliser la blockchain contre la corruption. Oui, il y a plusieurs éléments dans son programme. Effectivement, celui qu'on voit le plus, c'est l'utilisation de la blockchain et des cryptos pour lutter contre la corruption, notamment pour apporter plus de transparence dans les marchés publics. Alors, tout ça, évidemment, pour l'instant, c'est de la théorie, c'est sur papier. Et donc, le diable se cache dans les détails. Il va falloir voir comment ça va être mis en place en pratique, puisque si on veut vraiment apporter de la transparence, ça veut dire qu'on va mettre des informations sur certaines blockchains publiques, on va effectuer les paiements
en stablecoin, en crypto. Bon, tout ça reste encore assez flou, mais ça va être très intéressant de regarder comment ils vont le faire. Et puis, il parle aussi de la création d'un fonds monétaire qui inclurait des cryptos, notamment dans l'objectif de lutter contre l'inflation et de permettre aux citoyens de déclarer là aussi leurs cryptos. Donc, on sent qu'il y a une approche finalement assez pragmatique sur ce sujet en disant voilà, les cryptos sont un outil comme un autre et on va les intégrer à notre programme pour voir ce qu'elles peuvent apporter au pays. Et c'est en Bolivie que ça se passe. Donc, on parlait auparavant du Japon, la France aussi, avec ce propos du ministre délégué à l'industrie. On était dans cet univers crypto, Bitcoin, et maintenant on va entrer dans celui des stablecoins. Le marché des stablecoins ne cesse de grossir. Les montants, les volumes de stablecoins en circulation qui atteignent chaque semaine des records. Et dans ce marché, le roi, l'USDT est-il indétrônable? Sa part de marché, certes, recule en Europe et aux États-Unis, mais le nombre d'utilisateurs vient de franchir la barre des 500 millions. Plus de 500 millions d'utilisateurs pour l'USDT. Comment est-ce que vous regardez cette trajectoire actuelle, Thibaut, de l'USDT, le roi des cryptos, des stablecoins, pardon? Ouais, la trajectoire, c'est vrai qu'elle est impressionnante, surtout qu'on parle d'une société qui a à peu près 10 ans d'existence. Donc c'est assez impressionnant. Effectivement, si on regarde les parts de marché, ça a plutôt tendance à reculer. En un an, ils sont passés à peu près de 70% de parts de marché à 60%. Là où le dauphin, l'USDC de Circle, a progressé un petit peu. Ils sont passés de un peu moins de 20%. Ils ont passé récemment la barre des 20% de parts de marché. Donc ils sont encore leaders et de très loin. Et pourquoi cette diminution de part de marché? Il y a deux principales raisons. La première, c'est effectivement l'environnement réglementaire, notamment en Europe, environnement dans lequel Tether ne souhaite pas se réguler parce qu'ils estiment que les règles ne sont pas compatibles avec le développement d'un stablecoin. Ils ont cette aura et cette force qui leur permet de se passer complètement du marché européen au détriment de quelques parts de marché. Et aussi le développement finalement des stablecoins qui fait qu'il y a beaucoup plus de nouveaux émetteurs, de nouveaux acteurs dans ces batailles. Donc il y a des parts de marché qui sont grappillées à droite à gauche. Mais en fait, la croissance de cet écosystème et de ce secteur spécifique est tellement forte que même en perdant des parts de marché, la croissance elle est impressionnante, et à la fois sur les volumes et aussi, on vient de le signaler, sur le nombre d'utilisateurs avec cette barre des 500 millions qui a été franchie. Donc extrêmement intéressant. C'est aussi intéressant de regarder ce qu'ils font à côté des stablecoins Tether, parce qu'aujourd'hui la société elle est extrêmement diversifiée. Ils font beaucoup d'acquisitions dans différents secteurs d'activité. Donc il y a aussi fort à parier que peut-être même l'objet social en tant que tel de Tether dans quelques années sera pas tout à fait le même, ou en tout cas pas limité à ce sujet-là. Donc c'est une entreprise qui est intéressante à suivre. Oui, et ici en Europe, on reste un petit peu frileux, en tout cas les instances européennes vis-à-vis des stablecoins. Cette fois, c'est le Comité européen du risque systémique qui s'est exprimé, faisant part de son inquiétude à propos des stablecoins multi-issuance. Bon, de quoi il s'agit précisément là, Claire ? En fait, on parle de stablecoin, comme on dit, donc multi-issuance, ça veut dire émissions multiples. Donc, pour faire simple, ce sont des stablecoins qui circulent et qui sont émis dans plusieurs zones géographiques. Donc, je vous donne l'exemple le plus flagrant et qui est celui en fait dont on parle derrière ce débat, qui est Circle, qui émet un stablecoin à la fois aux États-Unis, en Amérique et en Europe. Et en l'occurrence, par exemple, l'USDC circule évidemment aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans d'autres zones monétaires dans le monde. Et donc, la question que se posent ici les institutions européennes, c'est est-ce que ce fonctionnement-là ne pose pas un certain nombre de risques? Puisque nous, Europe, on peut évidemment vérifier les réserves en Europe, mais on ne peut pas aller vérifier les réserves dans d'autres zones géographiques. Or, le jeton USDC, lui, il circule partout sur la planète. Il passe de portefeuille en portefeuille, de plateforme en plateforme. Et donc, s'il y a un mouvement de panique, par exemple aux États-Unis, on pourrait théoriquement avoir un risque de contagion financière qui arrive chez nous. Maintenant, ce raisonnement-là de se dire on interdit l'émission multiple, ce que ça veut dire, c'est qu'on renferme quelque part l'Europe. Et donc, on demande aux émetteurs de stablecoin de choisir et de dire si vous émettez un stablecoin en Europe, grosso modo, vous ne l'émettez qu'en Europe. Et ça contrevient quand même un peu à l'esprit des stablecoins, qui est de se dire qu'on a des outils de paiement mondiaux. Et il faut bien se rappeler aussi qu'on n'en serait peut-être pas là et on ne se poserait peut-être pas ce genre de questions si on avait des stablecoins euros compétitifs qui, eux, pouvaient aussi circuler ailleurs sur la planète. Donc en fait, le vrai souci, c'est ça, c'est que là, on est dans une posture défensive. Alors que si on avait des stablecoins euros, finalement, on n'en aurait peut-être pas grand-chose à faire qu'il y ait un peu de stablecoin dollar qui circule sur le continent. Alors là, on parle des risques autour des stablecoins. Il y a aussi les risques, on en parle régulièrement quand même, on essaie d'affronter tous les sujets dans les pros des cryptos, les risques autour du Bitcoin et de sa stabilité. Et le quantique, on en parle très souvent. Est-ce que le quantique, un jour, va craquer le Bitcoin? Il se trouve que Google a réalisé une avancée historique cette semaine avec son processeur quantique Willow. Il exécute un algorithme 13 000 fois plus vite, plus puissant que le plus grand supercalculateur du monde. Est-ce que le quantique, de plus en plus
plus, devient une menace imminente, je sais pas, mais un peu plus rapide à venir, un peu plus proche qu'on ne l'imaginait pour Bitcoin, d'après vous, Thibaut. Oui, la fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête des cryptos. C'est assez amusant de voir qu'à chaque fois qu'il y a une avancée sur le quantique, on se questionne sur la fin imminente de Bitcoin, alors qu'on ne parle pas forcément toujours de la même chose en l'occurrence là. Donc effectivement, c'est une avancée majeure pour le quantique. Alors sans être expert, c'est ce que j'ai lu, qu'effectivement c'est une avancée prodigieuse qu'a réalisée Google. Mais c'est vraiment sur un type de calcul spécifique qui est très différent d'aller casser des clés cryptographiques et remettre en cause le modèle de Bitcoin. Donc on est encore très loin des modèles quantiques qui vont être capables d'aller challenger la sécurité de Bitcoin. Néanmoins, effectivement, ça fait partie du panorama des risques qui existent. Donc il faut y être attentif, et l'écosystème est assez à jour sur ça, et assez attentif. Il y a de nombreux développeurs qui travaillent déjà sur ce genre de thématique. On sait que la technologie évolue aussi rapidement, donc il faut pas s'inquiéter, mais il faut effectivement anticiper. Mais à ce stade, il n'y a pas encore de risque imminent pour Bitcoin. On va parler de CZ dans un instant. Dans les risques, il y a d'éventuelles pannes de cloud. On a vu AWS en début de semaine en difficulté. Ça a eu un gros impact, ça, sur le marché crypto? Oui, ça a eu un gros impact, puisqu'effectivement, ça a ralenti, voire arrêté la possibilité de trading, y compris sur certaines plateformes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie du réseau Ethereum, des nœuds donc, qui stockent la blockchain Ethereum, sont stockés sur AWS. Ça nous rappelle, en fait, cette panne, tous les enjeux de la centralisation d'une partie du réseau Ethereum, qui est d'ailleurs une des grandes critiques que les bitcoiners font aux autres blockchains, c'est qu'aujourd'hui, ces blockchains dépendent des fournisseurs de cloud et de certains fournisseurs techniques, comme en l'occurrence Infura sur Ethereum, qui elle-même utilise ces fournisseurs de cloud. Donc là aussi, ça rappelle tout l'enjeu de la décentralisation sur ces protocoles. Effectivement. Et donc, ce symbole majeur pour toute l'industrie crypto mondiale, CZ Changpeng Zhao, le fondateur iconique quand même de Binance, qui avait été condamné pour blanchiment, qui avait passé 4 mois derrière les barreaux, finalement est gracié, décision de Donald Trump. On se demande du coup s'il va revenir à la tête de Binance. Claire. Alors CZ avait plaidé coupable effectivement en novembre 2023, il avait fait ses 4 mois de prison, il avait plaidé coupable pour la violation du Bank Secrecy Act aux États-Unis, donc c'est pas rien non plus. Et là, ça faisait plusieurs mois que son équipe et lui demandaient la grâce présidentielle. Donald Trump avait même reconnu dans ses propos une forme de persécution politique envers CZ. Donc c'est pas si étonnant que ça qu'il accorde sa grâce présidentielle. Ça ne veut pas nécessairement dire que CZ va pouvoir revenir directement à la tête de Binance. Ça veut dire qu'il va pouvoir de nouveau exercer des fonctions aux États-Unis, peut-être sur des entreprises régulées. Mais pour Binance, ça dépend encore des négociations entre Binance et le régulateur américain. Et puis même, je suis pas sûr que le retour de CZ à la tête de Binance soit un si bon signal que ça. Je pense que Binance a encore des choses à prouver vis-à-vis du régulateur américain aujourd'hui. Vous vous êtes dit la même chose en voyant passer cette info. Donc Donald Trump accorde une grâce à CZ finalement, Thibaut? Ouais, c'est assez symbolique. Alors, il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont un petit peu inquiétés parce qu'effectivement, CZ s'est pas mal rapproché de Donald Trump sur les derniers mois, oui. en participant ou en soutenant plus ou moins directement certains projets en rapport avec l'écosystème Trump. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de deal derrière ça? Donc, à voir. En tout cas, effectivement, il y avait eu un espèce d'acharnement et l'idée de faire de Binance un peu un exemple au moment des sanctions. Donc, CZ avait un peu été la victime de tout ça. La réalité, c'est que même sans d'avoir de poste attitré sur Binance, on sait qu'il est jamais très très loin et il a toujours une très grande influence dans l'industrie. Donc, je pense pas qu'il reviendra à la tête de Binance, mais dans tous les cas, son influence n'est pas du tout remise en cause. Merci aux pros des cryptos. C'est chaque vendredi à retrouver tout le week-end aussi sur notre application BFM Business. Thibaut Boutroux pour Meria et Claire Balval, la directrice générale de l'ADAN. Merci Claire. Merci Thibaut. Bon week-end à tous. Merci Guillaume. Merci beaucoup. BFM Business, BFM Crypto, les pros.